Ma maman plus Japon égale choc culturel. Des choses qui t'ont surprise, donc on va en parler dans cette vidéo. T'es prête, maman? T'es obligée de parler aussi fort? Parce que j'ai peur que tu réveilles les gosses. Hein. Oh, ouais, vaut mieux parler fort quand même. Mais ils dorment bien, les enfants. Bon, d'accord. T'inquiète pas. Ok, c'est parti. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon fou. C'est David et aussi ma mère. Dominique. Ou Domi pour faire plus court. Domi. C'est pas mal. Ça fait plus japonais. Ok. T'as bien en tête tous les éléments que tu veux aborder Non. Non. Parce que pendant son séjour au Japon, il y a quand même pas mal de trucs qui t'ont surpris. Je vais quand même préciser que moi, c'est la 6e fois que je viens au Japon. Donc ma surprise, elle est quand même un tout petit peu émoussée. Et en même temps, il y a des choses nouvelles que je découvre. Ouais. Et puis, il y a des choses qui ont un peu changé finalement. C'est ce que je dirais tout à l'heure par rapport à ce que j'ai connu il y a 10 ans. C'était quand la première année que t'es venue au Japon? Bah, écoute, t'étais étudiante, t'étais à Kanazawa, alors calcule toi-même. 2006 ou 7, un truc comme ça. Ouais, ça fait presque 20 ans. Oh, mais dis pas ça, j'ai l'impression d'être vieux. Bah oui. Ouais. Et en 2025, voilà, là t'es venu pendant 2-3 semaines, ouais. 3 semaines. 3 semaines. Et à chaque fois que tu viens au Japon, il y a des trucs qui te surprennent, quoi. Voilà, alors je sais pas si on peut parler de choc culturel, mais enfin c'est quand même effectivement un décalage entre le système français et le système japonais. Alors en fait, la première chose dont je voulais parler, c'est le système de soins. Parce que, et là, il y a à la fois des aspects négatifs parce que c'est très cher au Japon, et des aspects positifs parce que c'est très efficace. C'est très cher, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas comme en France un système de sécurité sociale doublé par les mutuelles. C'est juste le système de sécurité sociale. Voilà, il n'y a que la Sécu et elle couvre, tu m'as dit David, 70%. 70%. Donc il reste 30% à charge pour toute intervention, pour toute visite d'un médecin. Sauf pour les personnes âgées, maman, dans ce cas-là c'est 90-10. Ça veut dire 90% pris en charge par la sécurité sociale et 10% à la charge des personnes âgées. Alors, en contrepartie de ce coût qui est réel, il y a une efficacité certaine. Essentiellement liée au fait qu'il n'y a pas, comme en France, l'obligation de passer par un généraliste pour accéder à un spécialiste. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas de généraliste. Non. Tous les médecins sont spécialisés. Et le patient... c'est des cliniques spécialisées. Voilà. Alors, ils sont rassemblés dans des cliniques. Ouais. Ils sont rassemblés dans des cliniques qui sont donc spécialisées. Et souvent privées d'ailleurs. Et souvent privées. Ça, c'est comme en France, il y a le système public-privé. Et chaque patient, donc sans passer par un généraliste qui dit bon ben oui, il faut aller voir un dermato, etc. Chaque patient, en fonction de ce qu'il ressent, décide qu'il va aller voir un dermatologue. Oui, voilà, c'est ça, pas un problème gastrique. Donc, voilà. Ou alors problème d'allergie au pollen, par exemple. Voilà, tout est un allergologue, un dermatologue. Et en fait, c'est le patient qui fait lui-même son choix, qui va directement dans la clinique. Ce qui est très sensé, parce que quand on va en France voir son généraliste pour un problème de peau, on sait pertinemment qu'il va nous envoyer chez un dermatologue. Donc là, on court-circuite. Ouais, tu perds pas mal du temps. Et en plus, tu m'as dit qu'au niveau des rendez-vous, ça prenait vachement de temps. Surtout, en France, pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, c'est infernal. Dans la campagne profonde comme dans les villes, il faut plusieurs mois. C'est ça. Plusieurs mois, à la limite on arrive, on n'a plus le problème pour lequel on a voulu consulter. J'ai vu David qui avait un problème qui a eu besoin d'accéder à un dermato. Ouais, j'avais un problème j'avais des boutons, voilà. Donc je suis allé chez un dermato et j'ai pris mon rendez-vous. Du jour pour le lendemain. Du jour au lendemain. Voilà. Du jour au lendemain. Et pour moi, ça me paraît normal parce que je suis habitué au système japonais, mais ma mère m'a rappelé qu'en France, c'était beaucoup plus compliqué. Et franchement, quand tu m'as dit qu'effectivement tu allais voir un dermato sans passer par un généraliste préalablement et en un temps record pour avoir un rendez-vous, j'étais vraiment admirablement surprise. Voilà, surprise, je l'ai dit. Voilà. Donc ça, c'était le premier point que tu voulais aborder. C'est le premier point. Il y a d'autres trucs? Oui. Alors le deuxième point concerne, ça concerne essentiellement ce que j'ai constaté à Tokyo, ça concerne les vélos.
Parce qu'en fait, les vélos. La façon dont les vélos roulent. Parce qu'en fait, en France, moi je suis régulièrement à Strasbourg, qui est une grande ville envahie littéralement par les vélos. Les vélos circulent dans leur zone réservée, mais aussi surtout et essentiellement sur les trottoirs. Et c'est un véritable fléau. Et quand je suis arrivé au Japon, je me suis dit, le Japon, vu comment je le connais, très réglementaire, très légaliste, va interdire la zone des trottoirs aux vélos. Les zones piétonnes. Pas du tout. À Tokyo, on a régulièrement été en concurrence sur les trottoirs avec des vélos et ils ont exactement le même comportement qu'en France. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils donnent un petit coup de klaxon, ils se faufilent, ils passent. On n'a pas intérêt, nous piétons, à dévier notre trajectoire parce que sinon, donc c'est le même comportement. Le même comportement. Et en revanche, les automobilistes sont extrêmement soucieux des piétons. Ils s'arrêtent par anticipation. Mais pour les vélos, et j'étais surprise parce que j'avais pas cette impression, j'en parlais tout à l'heure, je disais tout à l'heure qu'il y avait des choses qui avaient changé, j'avais pas cette impression d'une prolifération des vélos et d'un comportement pas du tout civilisé, courtois des vélos. Alors en fait, il y a certaines zones où il y a des pistes cyclables. Donc là, les vélos, ils vont prendre généralement les pistes cyclables, mais il y a quand même beaucoup moins de pistes cyclables qu'en France. Oui, alors à Tokyo, franchement, les vélos ne circulaient pas sur les pistes cyclables. C'était sur les trottoirs. Sans doute parce qu'ils se sentaient en danger, ils étaient en concurrence avec les voitures. Aussi, hein. Voilà, donc ils circulaient par sécurité pour eux, ils circulaient plutôt sur les trottoirs et du coup, eux ils étaient moins en danger, mais ils mettaient en danger les piétons. Ça, c'est vrai. Donc c'était le même système qu'en France de ce côté-là. Ok. Voilà. Les vélos donc. Les vélos. Et autre chose. Le troisième point, ça c'est quelque chose que j'ai déjà constaté il y a 15 ans, il y a 10 ans, tout le temps, c'est le problème des chaussures. Et le changement de chaussures, le fait d'enlever ses chaussures quand on rentre dans une maison. Alors, bon, en France, il y a la plupart du temps des changements de chaussures. On a des chaussures pour l'extérieur et puis à l'intérieur, on met des chaussons. Voilà. C'est pas forcément systématique, hein. Les gens qui habitent à la campagne peuvent aussi rentrer avec leurs chaussures, c'est moins rigoureux. Mais enfin bon, disons que la répartition extérieure-intérieure et on change de chaussures, en France, on connaît. Alors, en revanche, au Japon, c'est multiplié par X, par le fait que chaque fois qu'on change de zone dans la maison ou dans l'appartement, on enlève ou on met. Alors je donne un exemple, puisqu'on est allé dans une famille, on est rentré en enlevant nos chaussures. On nous a proposé des chaussons, qui sont quand même des chaussons qui ont déjà servi. Moi, ça me pose toujours un peu de problème, parce que finalement, par principe d'hygiène, au Japon, on enlève ses chaussures, mais par principe d'hygiène, moi, j'ai pas envie de mettre les chaussons de quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, toujours est-il qu'on rentre, on enlève nos chaussons. Première étape. Ouais. Alors, on se retrouve dans les pièces en bas. Ensuite, à un moment, on est monté à l'étage pour voir les chambres. Alors, on a enlevé les chaussons d'intérieur qu'on avait à l'étage 1 pour passer à l'étage 2. Une fois à l'étage 2, on a voulu aller sur une terrasse pour voir les plantes. Et là, on a enlevé les chaussons qu'on avait pour l'étage 2 pour mettre des chaussons qui étaient destinés à la terrasse. Voilà. Destinés à la terrasse. Ouais. Je sais aussi par expérience que quand on va au WC, on change également de chaussons. Ouais. Et t'en penses quoi justement du fait que dans les toilettes, il y a des chaussons pour les toilettes? Ces chaussons sont à destination des toilettes uniquement, donc il faut, lorsqu'on entre dans les toilettes, mettre ces chaussons-là, et avant de sortir des toilettes, il faut les enlever pour remettre ensuite les chaussons d'intérieur hors toilette. T'en as pensé quoi au niveau de l'hygiène par rapport à ça? Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai dit, je vais redire ce que j'ai dit. Il y a un principe d'hygiène que je peux comprendre, mais honnêtement, moi, quand à l'hôtel ou dans un café, ou même chez des gens, on me propose des chaussons qui sont des chaussons qui ont déjà servi depuis 2-3 ans à d'autres personnes, je trouve que côté hygiène, ça n'est pas du tout satisfaisant. En fait, c'est un concept de l'hygiène totalement différent. C'est-à-dire que les Japonais, leur conception de l'hygiène, c'est vraiment séparer intérieur, extérieur, et après l'intérieur, donc toilette et pas toilette, voire comme tu as dit tout à l'heure les étages.
Mais par contre, ils se posent pas la question du fait qu'il y a des chaussons qui vont servir à plusieurs, voire beaucoup de personnes différentes. À l'hôtel, bon, on est allé dans plusieurs hôtels. Dans certains hôtels, on nous donne des chaussons jetables, ils sont tout propres, ils sont tout neufs et tout va bien. Ouais, là ça va. Mais dans un bon nombre d'hôtels, y compris dans des trucs assez luxueux, on nous propose des chaussons qui sont des chaussons ayant déjà servi aux précédents. Les chaussons des autres, je mets pas mes pieds dedans. Voilà. Donc c'est quand même amusant de voir que c'est au nom du même principe d'hygiène que les Japonais et les Français font le contraire les uns des autres, et chacun juge que finalement les principes d'hygiène de l'autre sont un peu... C'est très culturel. En fait, ce que considère chaque culture comme étant propre ou pas propre, bah, c'est très différent. Alors, voilà. Et je te donne un autre exemple. Dans les familles japonaises, souvent, ils font une grande baignoire d'eau chaude et après, les uns après les autres, toute la famille va, chacun son tour, va dans la même eau de bain. C'est un souci d'économie, ça? Bah, ça peut être, oui, un souci d'économiser l'eau chaude, donc le gaz aussi et puis l'eau. Mais voilà, en termes d'hygiène, celui qui passe à la fin, qui va se laver, qui va dans le bain en dernier, oui, en termes d'hygiène, c'est quand même pas terrible. Justement, puisqu'on est en train de parler d'hygiène, il y a quelque chose qui m'étonne vraiment. Dans certains WC d'hôtels ou de grandes surfaces, il y a des espèces de petits rebords en tissu. C'est-à-dire que là où nous, on a un abattant WC normal, il y a des choses là en tissu. Pour pas avoir froid, pour tenir chaud. Peut-être pour pas avoir froid, mais là aussi, côté hygiène... Alors on en voit de moins en moins au Japon quand même, parce que de plus en plus maintenant, comme les toilettes sont électroniques, si tu veux, la lunette des toilettes est directement, se chauffe directement. Bon, bah, écoute, au nom du confort, l'hygiène en prend un coup, je trouve, dans certains cas. Voilà. Conception différente. Mais je suis sûr que les Japonais, quand ils viennent en France, bah, ils sont choqués à ce niveau-là, pour des raisons d'hygiène aussi, mais avec des critères, des standards différents. Alors là, un aspect très positif au Japon, des toilettes partout, des toilettes publiques partout, dans les parcs, dans les musées évidemment, mais dans les magasins, dans les rues, sur les parkings, c'est très très bien, c'est toujours très propre, c'est très accessible, c'est gratuit. Donc les Japonais qui arrivent en France doivent trouver qu'il n'y en a pas beaucoup, que c'est payant souvent, que c'est pas toujours propre. Et alors en revanche, puisqu'on est dans la rubrique hygiène, il n'y a pas de poubelle. Voilà. Au Japon. Donc les toilettes en quantité, mais pas les poubelles. Les poubelles, rien. Alors, en fait, oui, je t'ai dit, en fait, dans les années 90, il y a eu des attentats avec des bombes, je crois, qui ont été placées dans les poubelles. Et du coup, depuis les attentats, ils ont arrêté de mettre des poubelles. Enfin, ça a servi en fait de prétexte pour dire bon, on met plus de poubelles. Pas une poubelle dans les rues. Donc les Japonais ont l'habitude, quand ils vont évidemment pas jeter par terre, c'est impensable. Souvent ils ont leur sac. Aussi, ils ont une petite poubelle de sac. Voilà, ils ont leur sac, ils vont mettre. Et ils ramènent leurs ordures à la maison. Voilà, leurs déchets plastiques par exemple, ils vont mettre dans le sac et puis ils les jetteront plus tard à la maison. Alors au début, tu sais, quand le vélo avait déraillé, t'avais un petite chiffonnette bien sale. Je l'ai promené à la main en me disant je vais quand même bien trouver une poubelle. Au bout de 2 heures, je me suis rendu compte que je me promenais toujours avec la chiffonnette à la main. Et puis là, c'est à ce moment-là que tu m'as expliqué que non, c'était pas la peine de chercher qu'il y en avait pas. Et ça veut pas dire que, parce qu'il n'y a pas de poubelle, du coup, les rues sont sales. Les rues ne sont pas sales du tout. Non, c'est très, les très gens, vraiment, jouent le jeu de ramener les déchets à la maison. Voilà. Ouais. Alors, il y a quand même un truc, parce que c'est un peu lié à ça aussi. Là, on parlait notamment des sachets, des déchets, donc du coup, du plastique. Et il y a quelque chose qui t'a vraiment surpris par rapport au plastique au Japon. Oui, je suis surprise par le nombre de sacs plastiques, d'emballages plastiques. Et puis la surenchère, c'est-à-dire qu'on achète quelque chose qui est dans un plastique. La vendeuse nous demande si on veut un sac en plastique payant, on dit non. On sort son petit sac en tissu. Et là, elle a bien compris qu'on ne voulait pas un sac en plastique payant. Alors elle nous donne un sac en plastique gratuit dans lequel elle emballe ce qui était déjà sous plastique. Et on arrive à la maison, on a... ce qui veut dire que dans un pays aussi civilisé, aussi avancé
technologiquement, dans les mentalités que le Japon. On se retrouve au niveau des sacs en plastique dans un comportement ou une politique qui est digne de pays du tiers-monde. Enfin, c'est très très surprenant cette histoire de plastique. T'as l'impression qu'ils savent pas qu'il y a des problèmes d'écologie, quoi. Bah, j'ai l'impression que ils savent, mais en même temps leur désir d'hygiène prend le dessus. Prend le dessus, les empêche de respecter la consigne Et il n'y a pas de sac en papier. Hein. Nous en France on a peu de sacs en plastique, c'est beaucoup remplacé quand même par des sacs en papier, tandis que là non. Et tout est emballé. Et si on veut acheter 3 bananes, elles sont pré-emballées. On veut acheter 2 oranges. Les fruits et légumes souvent sont pré-emballés. Tout est pré-emballé, c'est emballé. Et cet emballage, on le met encore dans un autre emballage. C'est des poupées russes d'emballage. Ah oui, Et il y a un autre critère quand même, que le côté hygiénique pour ce qui est des emballages, qui justifie en fait l'utilisation des... Enfin justifie, non ça justifie pas, mais ça donne... On comprend pourquoi ils fonctionnent comme ça en tout cas. C'est le fait que les Japonais aiment, par exemple, acheter des petits gâteaux, des gâteaux. Donc il y a un grand sachet en plastique à l'extérieur, mais en plus de ça, à l'intérieur, chaque petit gâteau est emballé dans des petits sachets plastiques à l'unité. Donc plein de sachets plastiques à l'intérieur du grand sachet plastique. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent, ils ont la culture de donner à leurs amis, leurs collègues de travail, donc de ne pas forcément garder que pour eux. Ça fait partie de leur culture aussi. Et on va pas offrir effectivement des madeleines dans un sac sans emballage, quoi. Voilà. Donc ils préfèrent avoir chaque... Et donc c'est pensé aussi pour ça, pour cette raison. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux aborder ou... Non. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Voilà, mais j'ai quelque chose à préciser, regardez. Depuis tout à l'heure, j'étais assis là-dessus. Alors heureusement, voilà. Hein. C'est tout ce qu'on a trouvé pour qu'il soit à ma hauteur. Voilà. Sinon, les autres chaises, elles étaient beaucoup plus hautes que le fauteuil. Et du coup, comme j'étais avachi dans mon fauteuil... Pas que je sois énorme à côté de ma mère, pour qu'on soit à peu près à la même hauteur, voilà. Bah, il m'a bien servi ce lion. Et juste par rapport à l'hygiène, pour terminer sur l'hygiène, j'ai fait une vidéo justement pour parler des sachets plastiques, de la culture de l'hygiène au Japon. J'ai fait une vidéo, donc allez la voir si ce n'est pas encore fait. Je vous mettrai le lien en haut de l'écran. Sur ce, pouce vers le haut, maman. Partage sur les réseaux sociaux. On attend vos commentaires avec impatience. Si vous avez des questions pour ma mère, pour moi, n'hésitez pas en commentaire. Matane. Oh, je peux T'es pas bien dire. silencieuse, toi. Oui, je dis Matane. Voilà. Matane. Parfait. Au revoir.